Coucou les Kimichou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le rendez-vous assez traditionnel de la fin du mois, en tout cas j'essaye maintenant. C'est donc la vidéo concernant les sorties littéraires du mois à venir, ici, celle concernant le mois d'avril. J'ai décidé de redevenir à nouveau efficace par rapport aux autres vidéos sorties littéraires, c'est-à-dire qu'en fait j'ai tout préparé avec mes petits résumés. Enfin, c'est plus facile pour moi que de chercher à chaque fois sur mon téléphone. Franchement, on dirait pas comme ça quand vous voyez la vidéo, mais du coup, tout le temps que je dois couper au montage parce que je cherche, je vous avoue que ça fait quand même beaucoup. Il y a quand même pas mal de choses en termes de sorties ce mois-ci, c'est très complet, autant en nouveautés ensuite qu'en poche, alors bien sûr tout ne m'intéresse pas, mais ce sont des sorties qui je pense pourraient en tout cas vous intéresser. Pour ne pas changer, on débute toujours par les nouveautés. Tout d'abord, on débute avec le 4 avril où je vais vous parler déjà d'un auto-édité écrit par Anna Lira et il s'intitule Le secret du labyrinthe. On va suivre Maya qui n'a pas vraiment eu le choix pour sauver sa sœur et qui a donc pris la place et le visage de la princesse pendant quelques jours. En soi, tout devait bien se passer, sauf qu'elle va découvrir ce qui se passe dans ce fameux palais, toutes les choses qui sont cachées. Et à côté, on va suivre le protagoniste masculin nommé Adjib qui ne vit que pour sa vengeance, celle de tuer le roi tyrannique. Puisque le roi adore mettre les malheureux dans le labyrinthe et que ceux-ci n'en ressortent jamais. Réunis par le destin, ensemble, ils vont donc devoir affronter le labyrinthe ainsi que les anciens dieux. Je pense qu'on connaît tous et toutes ce fameux labyrinthe avec ce fameux Minotaure où personne n'en ressort jamais et je suis trop contente de voir qu'il va y avoir une réécriture comme ça de proposer. Vous allez voir dans le mois il y a quand même pas mal de choses autour de la mythologie, des réécritures, c'est vraiment le mois dédié à ça. Je trouve que ça a l'air assez intéressant, moi je connais pas du tout la plume de l'autrice donc je ne pourrais pas vous informer là-dessus, mais le pitch donne quand même quelque peu très envie. Passons à une maison d'édition dont je n'ai pas forcément beaucoup l'habitude de vous citer leur roman et pourtant celui-ci il a l'air quand même vraiment bien. Il s'agit du premier tome de la saga Palace, écrite par Marine Carteron et proposée aux éditions Rouergue. En soi, le synopsis, c'est plutôt quelque chose d'assez lyrique, mais dans les petites choses supplémentaires qui sont apportées en dessous du résumé, on nous précise qu'il s'agit là d'une trilogie, mais plus encore, on lève le voile sur ce qu'Homère nous a caché, c'est-à-dire les véritables raisons de la guerre de Troie. Vous connaissez peut-être le nom de cette autrice puisqu'elle est également connue pour une saga assez appréciée, à savoir les Autodafeurs. Je la possédais, je ne la possède plus, mais il n'empêche que là par contre, je suis très intriguée par ce que nous propose l'autrice. Au vu de la maison d'édition, je ne pense pas que ce soit destiné à un public adulte, on est plutôt peut-être sur du young adulte ou du jeune adulte, mais au maximum de maximum. Il est possible que vous connaissiez surtout cette booktokeuse même si elle est présente également sur Instagram. Si je vous dis Oh c'est adorable, est-ce que ça vous parle? Elle va donc sortir son premier roman en auto-édition le 5 avril, à savoir Viscéral, sous le nom de plume Okeanos. Je vous dis tout de suite, je sais qu'on est sur de la dark romance et qu'on est sur une relation FF. On va suivre Jada et Athéna qui sont deux femmes que tout oppose mais qui vont devoir travailler ensemble sur une enquête, reprenant quelque peu la schématique des 7 péchés capitaux. Tout au long en fait du travail mutuel qu'elles vont apporter, l'aversion qu'ont ces deux femmes va finalement se transformer petit à petit en une obsession assez malsaine. Plus les choses continuent, plus des secrets font surface, plus leurs motivations sont dévoilées, enfin bref ça va être le chaos entre ces deux femmes. Connaissant un petit peu les goûts de Océane, je pense qu'on va être vraiment sur quelque chose d'assez dark, mais je suis super intriguée parce que le côté romance FF, même si je ne suis pas concernée, on n'en voit pas tellement dans la romance ou même dans la dark romance, mais le tout mené avec une enquête autour des 7 péchés capitaux, je trouve que c'est extrêmement bien pensé. Je vous propose de continuer avec cette même date du 5 avril aux éditions Hachette Heroes avec une nouvelle saga. Alors je sais pas bien dire ce que c'est en anglais, mais ça se prononce quelque chose comme Fracturated Fables. Et c'est écrit par Alix Harrow. Vous connaissez peut-être le nom de cet auteur puisqu'il y a également eu dans cette même collection, donc le rayon imaginaire, un autre roman, à savoir Le Temps des sorcières que je me suis d'ailleurs mis dans ma récente pile à lire pour le Tarot Books Challenge. Si vous souhaitez voir l'entièreté de celle-ci, elle sera dans le petit i. On est amené à suivre Zinnia, âgée de 21 ans, qui a une maladie incurable du sang. Et pour son dernier anniversaire, elle va faire en sorte de rejeter les prédictions de la médecine, elle va voyager dans le temps. Sachez qu'on est sur une revisite du conte de la Belle au bois dormant, donc je pense qu'elle va atterrir dans un espèce peut-être de monde parallèle, je ne sais pas, avec quelque chose de féerique, mais quelque chose apparemment qui va lui expliquer et lui apporter une leçon de vie. Et il y a d'ailleurs une très belle édition que propose la maison d'édition, le tout en version, alors en tout cas hardcover, est-ce que c'est relié ou pas? Je ne sais pas, puisque du coup on en a débattu dans un live, et quand c'est relié, un livre, ça veut dire que oui, il a une couverture rigide, mais on voit bien que c'est cousu en fait les pages au niveau du dos. Mais tous les romans
qui sont avec une couverture rigide ne sont pas forcément tous cousus, donc c'est là la différence. C'est pour ça qu'on dit hardcover pour ceux qui ont la couverture dure mais qui ne sont pas cousus, et relié, c'est la couverture rigide avec le fait que justement ce soit cousu. C'est la petite leçon du jour. Je me pencherai peut-être franchement sur ce roman une fois que j'aurai lu, j'ose espérer, durant du coup le challenge, l'autre que je possède de l'auteur. Je vais vous parler de mythologie grecque, et bien là voici un nouveau titre concernant ce que j'apprécie tant. Il sortira donc le 12 avril prochain aux éditions Hauteville. C'est signé par Claire North et il s'agit du premier tome du... C'est signé par Claire North et il s'agit du premier tome du Chant des déesses. Et là on va se concentrer vraiment sur Pénélope qui est donc la femme du roi Ulysse. Et ici en termes de temporalité on est sur le combat, sur l'attaque de l'île d'Ithaque. J'en sais pas beaucoup plus et j'ai pas forcément envie, ça me suffit amplement. Par contre c'est vrai que l'édition proposée elle est magnifique avec un jaspage vraiment qui pourrait faire chavirer les cœurs. Mais c'est vrai que les retours sont assez dubitatifs. Donc bon, j'ose espérer malgré tout que ce sera quand même une chouette lecture si je décide de m'y plonger. On continue avec un livre que je vais recevoir en service de presse toujours le 12 avril, mais on va basculer du côté de la maison d'édition Hugo dans leur collection Romantessi. C'est signé par Sapir Engelhard et il s'agit du premier tome de la saga Les loups du millénaire. On va suivre Sienna, une jeune loup-garou qui essaye de vivre sa vie du mieux que possible, mais il y a un hic. À cause d'un triste souvenir, elle est incapable de faire confiance aux hommes. La cérémonie de la frénésie approche et durant celle-ci, en fait, les loups-garous se mettent en couple. Notre héroïne compte bien trouver un partenaire pour la vie, mais elle ne veut pas n'importe qui. Elle va donc ainsi rencontrer Aiden, qui est l'alpha de la meute, et même s'il brave toutes les règles qu'elle s'était posées, mais finalement c'est peut-être vers lui que tout va se tourner, sachant que lui il aurait besoin d'elle par rapport à sa puissance et l'autorité qu'il a en tant qu'alpha qui a été remise en question. J'ai hâte de découvrir ce titre, d'autant plus que la maison d'édition nous propose une soirée pour rencontrer l'autrice, pour voir un petit peu tout ça, donc j'ai hâte d'avoir le roman et j'espère pouvoir le lire surtout avant d'aller à la rencontre de l'autrice et de la soirée avec d'autres chroniqueurs et chroniqueuses. Alors là aussi c'est un titre qui m'enjaille, vous n'avez pas idée, il sort le 13 avril prochain chez Robert Laffont dans la collection R. Il s'agit de Violet Made of Thorns et c'est signé par Gina Chen. Violet est une prophétesse, donc c'est quelque chose de très honorifique, nous sommes d'accord, mais elle est aussi une menteuse. Ça fait des années qu'elle influence la cour grâce à ses prophéties habilement tournées, à défaut d'être toujours vraies. Mais le prince Sirius est bien décidé à la destituer dès qu'il montera sur le trône et Violette le sait bien. Sauf qu'il est un prince maudit que malheureusement le royaume court à sa perte. Violette devra donc utiliser son intelligence comme une arme afin de sauver le peuple de la destruction tout en faisant attention à ses sentiments pour lui. Mon seul petit truc, vraiment la chose qui me désole par rapport à ce roman, on voit la jaquette, elle est incroyable, on est d'accord? Mais moi j'aurais voulu une édition collector parce que en voyant la beauté de la chose, je sais pas, un beau jaspage, vous le dessapez en dessous, il aurait un toc toc magnifique, enfin c'est juste mon regret, c'est que ce roman je l'aurais vu dans une édition collector, mais pour le moment Robert Laffont n'en propose pas spécialement. Le 13 avril prochain, on va se pencher pour une fois, on commence doucement avec la maison d'édition de Saxus par un écrit signé de Stéphane Gerber. Il s'agit de Il était une fois un cœur, le premier tome. Alors là par contre très honnêtement je vais pas pouvoir vous dire grand chose puisqu'en fait c'est un spin-off de la saga Caraval et si on lit ce roman on se spoil l'entièreté du destin du personnage dans la saga. Donc je ne veux pas savoir qui c'est, je ne veux pas savoir ce qui lui arrive, je sais juste que je vais sûrement me pencher sur la saga Caraval puisque le résumé m'a toujours tenté. Et là, j'ai l'occasion. Idéalement, dans le monde des bisounours, je lirai le premier tome avant la sortie de ce truc. Pour me dire, ah j'ai aimé le premier tome de Caraval, je sais donc que je vais lire l'entièreté de la saga et que je vais lire le spin-off. Mais on n'est pas chez Bisounours Land, donc bon. Vous l'avez sûrement entendu, j'ai Gabriella qui nous a rejoint, donc elle fait un petit peu de bruit mais c'est normal, c'est un bébé qui joue. Une maison d'édition très méconnue, je pense qu'elle n'est pas très grosse et j'essaie de vous la mettre un petit peu plus en avant ici puisqu'ils vont sortir un nouveau titre le 15 avril prochain. Il s'agit de la maison d'édition du Petit Caveau et c'est écrit par Dana Blue, ça s'intitule En eau profonde. Aiden va donc décrocher un poste de maître nageur sur une petite île, le truc tranquillou bilou, il se dit qu'il va passer un été pépère le coco. Et sauf que l'île n'est pas forcément finalement un endroit de paix, du moins pas comme il le pensait.
Puisqu'on dit qu'il y a une malédiction sur cette île et que tous les 100 ans, un démon vient pour récupérer une âme, et tant qu'il n'a pas récupéré cette âme précise, il fait gronder tempêtes et autres, menaçant donc les habitants. Bien sûr, Aiden ne croit pas à tout ça, sauf qu'à un moment donné, il va voir que les habitants vont réagir vraiment bizarrement vers lui, et qu'en plus de ça, il va y avoir de plus en plus de phénomènes vraiment étranges. Du coup, il va peut-être remettre un petit peu en question ses croyances. Et si on l'avait fait venir sur l'île pour servir de sacrifice humain aux démons qui hantent les eaux? D'après ce que j'ai vu, c'est pas un gros roman puisqu'il est vendu, j'arrondis, au prix de 10 €. Donc il y a peut-être pas énormément de pages, mais c'est vrai que ça peut être quand même un chouette moment de lecture. En plus de ça, nous sommes bien d'accord que la couverture est canon. Autre petite maison d'édition mais que j'aime tout particulièrement, j'ai encore des livres de celle-ci dans ma pile à lire qu'il faudrait que je poursuive en termes de lecture, puisqu'il s'agit de la maison d'édition Magic Mirror dédiée à la réécriture de contes. Et le 15 avril, il nous propose le titre intitulé 3 cercles de fer, écrit par Magali Lefebvre. À l'occasion du mariage de son frère, le prince Colin s'apprête donc à revoir l'une des filles du chef de la tribu Homme-Plante. Des retrouvailles très attendues puisque ça fait des années que l'un et l'autre s'écrivent. Ils ont donc une relation épistolaire assez enflammée. Accompagné de son ami Henry, Colin va donc traverser la jungle pour assister au mariage de son frère, mais les retrouvailles avec sa fameuse Dulcinée vont être très vite écourtées. Puisqu'il y a un ennemi dans ce royaume et on ne sait comment, il aurait donné la possibilité au peuple de l'homme grenouille de finalement pouvoir venir sur Terre et d'entamer cette fameuse guerre. Notre jeune prince va donc rentrer précipitamment sur son château au sein de l'île, sauf que malheureusement les hommes grenouilles ont donc pris possession du pouvoir et un mot de travers de sa part va lui attirer la foudre de ces derniers. En voyant cette malédiction s'abattre sur son prince, son meilleur ami Henry va tout faire pour essayer de l'aider, de le sauver, malgré les 3 cercles de fer. Et en parallèle, on va également suivre le destin de Amaryllis, qui est donc la fameuse fille du chef des hommes plantes, celle avec qui Colin a une relation épistolaire. Alors ça va peut-être vous paraître bête, mais maintenant tout de suite, en voyant le résumé, je ne sais pas de quel conte il s'agit, de quelle réécriture. J'ai pas du tout la main dessus, donc si vous l'avez, vous avez les références du conte, dites-moi, je suis hyper curieuse de savoir. J'en ai déjà quelques-uns à lire de Magic Mirror dans ma pile à lire, ils sont juste là, je ne sais pas si vous les voyez, mais je pense que je craquerai tôt ou tard. De toute façon, j'ai pour but de lire quasiment toute la collection que propose Magic Mirror, donc j'y vais à mon rythme, mais leurs sorties me font toujours très envie. On poursuit le 19 avril avec un écrit assez attendu d'un auteur assez populaire. Il s'agit de Aiden Thomas qui nous proposera aux éditions Naos une nouvelle saga intitulée The Sunbearer Trials. Je suis pas sûre de le dire comme ça. En tout cas, le tome 1 c'est la porte lumière. J'ai pas lu tout le résumé. Il y avait une phrase d'accroche. Je l'ai écrite. Et quand j'ai vu ça, au début je me suis dit non, je vais pas l'acheter. J'ai lu la phrase, j'ai dit je suis perdue. Quand Percy Jackson rencontre Hunger Games dans un univers de fantasy d'inspiration mexicaine. Mais où? Mais quand? Comment? Mais quoi? Je trouve ça incroyable. Mythologie, donc Percy Jackson, mythologie grecque, Hunger Games, enfin dystopie tout. Et fantasy mexicaine, je veux voir, je veux lire, je veux découvrir vraiment. Un titre que je vais recevoir en service de presse aux éditions Rajo, toujours le 19 avril, il s'agit du premier tome de la duologie 6 couronnes écarlates, écrit par Elisabeth Lim. Une magie ancestrale coule dans les veines de Shiori, qui est la plus jeune, donc la 7e enfant du roi. Lorsqu'elle découvre que la reine, donc sa belle-mère, possède sa propre magie noire, cette dernière va donc lui lancer une malédiction. Transforme ses 6 frères en grues et elle avertit que pour chaque mot prononcé de sa bouche, un frère mourra. Exilée sans voix, Shiori va tout faire pour essayer de sauver ce royaume sur lequel il y a actuellement une terrible conspiration, mais également briser le sort. Pour cela, il est possible qu'elle puisse compter sur un jeune garçon qui était son fiancé et qu'elle a gentiment envoyé péter et qui pourrait peut-être l'aider. Donc celui-ci j'ai hâte de le recevoir. En plus de ça, la maison d'édition propose une magnifique édition collector. Voilà, il m'en faut pas plus. Je sais qu'il y en a de plus en plus justement des éditions collector, je sais que ça coûte cher, mais à chaque fois que j'en vois, je peux pas m'empêcher d'avoir la banane. Je trouve les éditions Toc Toc Reliées absolument magnifico. Donc voilà, ça ne change pas. En plus de ça, quelque chose vraiment avec une plume et une inspiration asiatique, j'adore. Alors c'est vrai que des fois, ce que j'ai un peu de mal, c'est que c'est très lent, très plat. Ça a été le cas notamment pour une de mes lectures de 2022 que j'ai abandonnée. Mais celle-là me dit déjà 20 000 fois plus. Un titre que j'ai découvert totalement par hasard, vraiment je ne l'avais pas du tout vu passer en termes d'annonce ou quoi que ce soit, c'est aux éditions Kenes le 26 avril prochain. Il s'agit du premier tome des Fées du Phénix et c'est écrit notamment par Isabelle Roy.
De ce que j'ai vu, apparemment Isabelle Roy avait auto-édité ce titre et je pense que la maison d'édition a racheté les droits. Un grand danger guette les fées puisque une tempête va éclater sur leur terre. Contrairement aux autres fées, on va en suivre deux qui n'ont pas du tout de pouvoir mais qui vont tout faire pour protéger les leurs. Accompagnées de Léo, un étrange sorcier ailé, elles devront traverser un monde hostile et affronter des forces maléfiques. Il faut savoir que cette aventure va leur en apprendre un petit peu plus sur qui elles sont, sur leurs conditions de fées sans pouvoir. Il va y avoir donc des secrets révélés. Personnellement, je ne connaissais pas du tout ce titre, que ce soit avant que je le vois sur internet, que ce soit en auto-édition, que ce soit par la maison d'édition, mais la couverture, je trouve qu'elle a quand même un petit charme, et le résumé... Et puis je sais pas, on dit les fées du phénix, enfin fée et phénix dans la même phrase. J'avais la bouche ouverte, grand, je me suis dit, il faut que je m'attarde sur ce roman. Le duo Emma Green est de retour pour nous jouer un mauvais tour bien sûr, mais le 28 avril prochain, toujours aux éditions addictives, elles nous proposeront Le goût de nos rêves, et d'ailleurs c'est pas le 28, c'est le 27. On va suivre Olympe et Simon qui se détestent mutuellement. Olympe va donc aller à Paris et va être dans une coloc de girls. Elle va très bien s'entendre avec l'une d'elles, avec qui elles vont faire plein de trucs, sauf que cette amie, il y a son frère qui va rentrer de voyage et qui va s'incruster dans cette coloc girl. Bon déjà ça va changer complètement la dynamique de la coloc, vous imaginez bien, mais en plus de ça, la meilleure amie a une requête auprès de son frère, c'est d'embaucher Olympe dans le restaurant familial qui compte ouvrir sur Paris. Donc petit à petit, ils vont donc tous les trois s'occuper de ce resto, essayer de le monter sur pied, essayer de vivre cette aventure, et Olympe va s'accoutumer du mieux que possible de Simon sur leur canapé dans la coloc, de Simon comme boss, sachant que bien sûr petit à petit, il va se passer des choses. Emma Green, je n'y vais toujours pas tant que je n'ai pas fini moi ma saga The Boy on Fire, dont il me reste le premier, non, il me reste le dernier tome. Donc une fois que je l'aurai fini, je déciderai d'un nouveau Emma Green, mais il y en a tellement, je sais pas vers lequel j'irai personnellement. Le 27 avril prochain, il faut bien le retour de Saxus, donc bon, on y va, c'est parti. Ils ont traduit un titre signé par Laure Eve, le premier tome d'une saga intitulée Black Heart Knights. Enfin, je sais pas parler en anglais, vous le savez. Dans cet univers, on est situé à Londres et il faut savoir que l'électricité est en fait la monnaie. Le pouvoir est le seul jeu qui vaille la peine d'être joué et la violence est une forme de religion. Les chevaliers, qui sont sur des motos plutôt que sur des chevaux, s'affrontent en fait dans des combats télévisés pour la gloire et la fortune. La magie est illégale dans cet univers, mais elle est omniprésente, donc quand on en est pourvu, on doit le cacher au maximum pour pouvoir vivre et ne pas être tué. Ici on a un jeune bâtard doué de magie qui va surprendre tout le monde et qui va devenir roi, tandis qu'une jeune femme au passé secret s'entraîne pour se venger en devenant chevalière. Moi je vous avoue que ça me tente pas de ouf, le côté, je sais pas, enfin, des chevaliers à moto, hyper télévisés, alors le truc magie illégale, oui, mais tout le restant, je suis pas tentée, donc bon, pour le moment je le laisse de côté, on verra si vraiment les retours sont ouf. J'irai peut-être, comme j'ai fait dernièrement pour un titre que j'ai laissé couler et que je me suis précipitée à aller chercher à l'espace culturel et que je dévore actuellement, mais vous verrez ça bientôt. C'est terminé pour les nouveautés, je vous propose de poursuivre avec les suites de saga et vous allez voir qu'il y en a vraiment pas mal. D'abord le 4 avril, on aura la conclusion de la saga La Guilde des Ombres de Anatrice aux éditions Plume Blanche. Au total, la saga compte donc 6 romans, mais il faut savoir qu'à chaque fois, un tome est divisé en 2 parties. Donc vous avez le tome 1 partie 1-2, tome 2 partie 1-2, et là du coup on a le tome 3 partie 1 et partie 2 qui est donc disponible. La Guilde des Ombres règne en fait sur cet univers et ils sont un petit peu le bras droit armé de la déesse de la mort. Pour accomplir leurs œuvres ténébreuses, ils vont se servir d'armes, mais ils vont aussi se servir de leurs dons surnaturels. Jour un peu spécial, la guilde va accueillir une nouvelle personne. Donc ça, ok, sauf qu'en fait ils vont accueillir une humaine qui est donc en voie de devenir une ombre. Et si jamais cette humaine échoue dans cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Alors cette saga me fait extrêmement envie parce que déjà beaucoup en parlent avec grand bien. Vous avez Johanna de la Citadelle de mes lectures que je ne cite plus, c'est sa saga chouchou, et la plupart du temps tous les avis que je vois sont extrêmement positifs. Sur un malheureux malentendu, je possède le tome 1 partie 1, tiens donc, et je prévois de le lire prochainement parce que ça me fait hyper envie. En plus c'est du Anatrice, j'adore. J'ai lu La Reine Courtisane, j'ai lu la saga Myrina Holmes, j'ai également lu son spin-off, donc franchement tout me fait envie de cette autrice. Tout me plaît, donc je veux découvrir la Guilde des Ombres, sachant qu'en plus il y avait des personnages de la guilde dans La Reine Courtisane, donc ça a juste titillé mon intérêt pour cette saga. D'ailleurs je vous reparle de celle-ci dans une autre catégorie. Le 5 avril on va avoir la conclusion d'une duologie, c'est celle de l'Empire des Femmes signée par Cassandre Lambert, le tout aux éditions Didier Jeunesse. Cet univers ça inverse un petit peu les coutumes qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est les femmes qui sont au pouvoir et les hommes qui sont esclaves.
Il y a donc un grand tournoi annuel de gladiateurs qui approche, les hommes stressent beaucoup parce que de là va dépendre de leur survie, sachant que quand ils gagnent, ils deviennent des géniteurs. Grosso modo, ils trempent le biscuit pour continuer qu'il y ait de nouveaux bébés et donc de nouvelles femmes au pouvoir. Les jeunes femmes en fait sont impatientes de pouvoir choisir leur favori, celui-là qui deviendra donc géniteur. Toutes le sont, sauf Adonna qui elle est angoissée. À l'idée de choisir un partenaire, à l'idée d'avoir quelqu'un, ça la terrifie. Je suis désolée, Gabriella a découvert là, la vitrine, du coup elle tape les objets dessus. Ça doit pas faire un bruit super, mais comme je vous l'ai dit, je suis maman, j'ai mon bébé à plein temps, donc voilà, je fais comme je peux. Je n'ai jamais lu la saga, le premier tome, je vérifie parce que j'avais un doute si je possédais le tome 1, non je ne l'ai pas, mais les retours sont vraiment super bien. Et en plus c'est une duologie donc c'est vite conclu, enfin bref, ça reste dans un coin de ma petite tête. Alors une saga auto-éditée qui me fait envie depuis très longtemps. D'ailleurs l'autrice propose un concours sur Instagram si vous voulez aller la suivre. Il s'agit du 3e tome de l'Empire de Jade signé par Ellie Harini et dont le 3e tome paraîtra le 5 avril. On évolue ici en France au XVIIe siècle et Jade va apprendre que son père l'a fiancée à une personne importante dans le commerce en Chine. Et cet univers tout tracé fait qu'elle va être déchirée en grandissant avec cette ombre qui pèse sur elle, mais en même temps, le fait qu'elle soit forcée d'épouser quelqu'un, bah ça forcément je comprends que ça la peine et c'est horrible, mais elle commence de plus en plus à être très intéressée et à adorer la culture chinoise. Elle va vite constater que son nouveau pays fonctionne avec des règles qu'elle ne connaît pas du tout, un pays où la haine et la jalousie peuvent se cacher derrière le plus beau sourire qu'il y ait. À cause de cela, elle va être incapable de discerner qui est l'allié de l'ennemi, elle va être aussi très perturbée par son fiancé, elle va donc essayer de devoir évoluer du mieux que possible en Chine. Il faut savoir que l'autrice est française et qu'elle est partie vivre sur le continent asiatique, alors je suis pas sûre que ce soit la Chine ou le Japon au début, mais là je crois elle a déménagé à Singapour, au Vietnam, enfin elle bouge beaucoup du côté asiatique, elle a même épousé son mari là-bas, donc c'est vrai qu'elle est vraiment au cœur de tout ça, que ce sont des choses qui lui parlent, même si elle a dû beaucoup se renseigner sur des choses historiques, ça je l'imagine amplement. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, je trouve qu'il donne énormément de crédibilité sur sa saga qui m'a toujours fait envie. La conclusion d'une trilogie très attendue pour beaucoup d'entre vous, il s'agit du tome 3 de Sang d'écume et de glace aux éditions Michel Lafon qui sortira le 6 avril prochain et c'est écrit par Alexiane Delis. Il faut savoir ici que Perséphone est atteinte d'une grave maladie, ce qui fait qu'on va l'envoyer durant peut-être son dernier été chez sa tante. Jusque-lors, elle n'avait jamais fait face à l'océan, c'est la première fois qu'elle le voit et elle est étrangement attirée par celui-ci. Mais l'océan regorge d'êtres mythiques et mystiques qui sont tous plus dangereux les uns que les autres. Pire encore, il renferme des secrets qui pourraient bien changer toute la vie de Perséphone. C'est une saga vers laquelle je ne suis pas encore allée puisque j'en ai beaucoup en cours, mais c'est une saga que vous me recommandez fortement. Encore une fois, ça fait partie de celles où je sais que je craquerai de toute façon, juste il me faut un petit peu de temps, histoire d'élaguer un petit peu tout ça. D'ailleurs, si une version un petit peu moins chère de la saga vous intéresse, je vous invite à continuer cette vidéo. Le 12 avril, on va avoir la suite de la saga d'Oren avec le 2e tome qui va donc sortir aux éditions Hugo dans leur récente collection Romantasy et c'est signé par Raven Kennedy. C'est vrai que je vous ai pas encore fait mon update lecture du mois de février, mais je l'ai lu, donc vous allez avoir la chronique complète bientôt du 1er tome, puisque Oren en fait est enfermé au sein du château de Midas, c'est un petit peu sa pouliche préférée, sa pouliche exclusive, il n'y a que lui qui peut avoir la main sur celle-ci. Et la particularité d'Oren, c'est qu'elle est faite que d'or. On va donc suivre ses aventures au sein du château, mais également en dehors de celui-ci, puisqu'à un moment donné, et bien finalement, elle va devoir aller voir Midas qui a changé de position, et il se peut qu'une fois arrivée dehors, tout va changer pour elle. Ouais, c'est un petit peu énigmatique dit comme ça, mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé le premier tome, même si il y avait des choses un peu en demi-teinte, mais il y a des gros trigger warnings dessus, donc faites attention, renseignez-vous avant d'y aller, pour ne pas que ce soit des sujets qui risquent de vous heurter. La lecture doit rester un plaisir avant tout. Le 19 avril, on va voir la conclusion de la saga Dynasties de Ilona Andrews aux éditions J'ai lu avec ce tome 6. Nevada est responsable d'une agence de recherche, de détective privé si vous préférez, et elle va avoir une mission, mais genre the mission. Une des familles très importantes, celle des Adams, va lui demander de retrouver le pyrokinésiste et de le rapporter. Dans sa quête, Nevada va donc rencontrer Mag, un puissant millionnaire qui va avoir le même objectif qu'elle. Bon, bien sûr, Nevada va être quelque peu attirée par cet homme, n'est-ce pas? Ils vont donc s'allier et vont tout faire pour essayer de mettre la main sur le pyrokinésiste. Je possède presque l'entièreté de la saga puisque je vais recevoir bientôt le tome 6 et je ne l'ai pas commencé. Chut! Voilà.
Mais j'ai très envie, enfin ça me plaît beaucoup. Ce côté recherche et enquête, c'est quelque chose que je me suis découvert récemment, et à chaque fois qu'il y a ça dans un roman, pas un thriller, pas dans ce genre là, dans le genre plutôt fantastique ou même dans la romance, mais franchement avec moi c'est carton plein. Du coup maintenant que tout est paru, je sais que je pourrais découvrir la saga. Excuse pourrie, mais on accepte. Et bien sûr, alors celle-là on la présente plus cette saga, hein, puisque le 20 avril il y a la conclusion de cette première trilogie qui arrive, donc c'est celle de From Blood and Ash de Jennifer Ehrman-Trout, toujours aux éditions de Saxus. Petit joker pour moi, je ne lis pas le résumé de cette saga puisque je sais que je vais la lire, je sais simplement qu'il y a une pucelle et que c'est un terme français dégueulasse, mais sinon je ne sais rien d'autre à part qu'elle est vraiment très appréciée, donc je sais que vous êtes beaucoup à attendre la suite, au moins vous avez l'information, bien que je sais que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir quand sort votre suite préférée. Autre conclusion de trilogie, le 21 avril prochain aux éditions de la Martinière Jeunesse, il y a le dernier tome de The Remnant Chronicles de Mary E. Pearson qui va donc sortir. Ce qui signifie qu'on va donc pouvoir également lire la duologie Dance of Faith qui en fait spoil cette trilogie. Cette trilogie a un pitch assez simple puisqu'en fait on a une princesse qui va devoir épouser un prince un petit peu pour bien faire les choses. Elle ne va pas accepter ce destin, donc elle va faire taillot et elle va donc être recherchée et poursuivie par le prince qui aurait dû l'épouser, mais aussi par une personne qui veut la tuer. La particularité de ce roman, c'est qu'on ne sait pas quand on lit qui est le prince de qui est la personne envoyée pour l'exécuter. J'ai lu le premier tome, c'est vrai que j'avais plus tout en tête, on m'a redit vite fait la fin, mais je crois que j'ai encore oublié, donc bon, passoire, mémoire en carton, Dory, bonjour. En fait moi j'avais déjà lu Dance of Faith avant que je puisse lire le premier tome de The Remnant Chronicles, puisque c'est vrai que la maison d'édition a un petit peu publié les choses à l'envers. Et grâce à cette mémoire vraiment magnifique que je salue, j'ai oublié ce qu'il y avait dans Dance of Faith. Par conclusion, je ne me suis pas faite spoiler, bravo. À voir si je trouve un bon résumé spoilant des familles, comme ça je pourrai enchaîner avec le tome 2 que je possède, puisque je vais également recevoir le tome 3 de la maison d'édition. Et la dernière sortie en termes de suite de saga, alors celle-là elle arrive, je la lis, mais genre tout de suite. Il s'agit du deuxième tome de la saga Legendborn de Tracy Dion aux éditions J'ai lu. On est sur une réécriture mythe du roi Arthur, de Guenièvre et de Lancelot, mais dans un truc extrêmement moderne, mêlé un petit peu à tout ce qui est racisme, mais plus encore avec les bases de l'esclavagisme également, des personnes noires, le tout au sein d'une université avec un ordre secret et tout, enfin bref, pépite, vraiment, j'en parle pas encore sur YouTube puisque je suis en retard dans mes chroniques, mais The Pépite, un des plus gros coups de cœur pour moi là en 2023. Donc bien sûr que je vous incite à découvrir cette saga, mais il n'empêche que je suis trop heureuse puisque la suite arrive. Vous l'avez compris précédemment, c'était le dernier livre pour les suites. Il est temps de conclure cette vidéo avec les poches et il y en a pas mal. Le 5 avril prochain paraîtra, alors je sais pas si c'est aux éditions Phibs, mais ça m'étonnerait, j'ai pas vu de poche chez eux, j'ai pas l'information encore pour la maison d'édition, mais le titre The Corpse Queen, écrit par Heather M. Herman. Pas évident. On est ici sur un thriller historique, alors ça... Oui. On va suivre Molly âgée de 17 ans qui voit sa meilleure amie tuée, mourir, et qui va découvrir l'existence d'une tante dont elle ignorait tout. Richissime, cette fameuse tante nommée Ava est prête à prendre sa nièce à ses frais, mais il est possible qu'elle va devoir faire quelque chose pour sa tante. Puisque la fortune que possède la tante, en fait, elle l'a en creusant dans les tombes, en récupérant les corps et les dépouilles, et en les vendant à des étudiants en médecine. Et elle s'attend à ce que sa nièce l'aide dans cette tâche pour qu'elle puisse l'entretenir, c'est donnant-donnant. Notre héroïne va accepter cela puisqu'elle va essayer d'enquêter en même temps sur l'étrange mort de sa meilleure amie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, une femme qui n'est pas mariée, ça ne va pas, une femme qui fait ce genre de choses, ça ne va d'autant plus pas du tout, donc on est sur quelque chose d'assez original et inattendu pour l'époque, sachant qu'en plus de ça, le tueur va continuer à sévir et qu'elle va apprendre de plus en plus de choses sur l'anatomie, ce qui va grandement l'intéresser. Je suis pas sûre de le prendre en poche, tout dépend du poche, vraiment, mais c'est un livre que j'ai dans ma wishlist de enquête, parce qu'il m'a fait toujours très envie. Le 5 avril, on va avoir un récit de mythologie pour ceux que ça intéresse. Il s'agit donc des Exilés de Troie de Pat Barker aux éditions J'ai lu. Je peux pas vous dire grand chose sans vous spoiler en fait le premier tome, mais si vous connaissez l'histoire de Troie, de Achille, de Briséis, et bien là on est sur l'après-guerre de Troie.
toujours du point de vue de Briseis. Moi j'avais lu le premier tome, c'était sympa, c'était quelque chose plutôt vraiment à un public adulte où en fait on ressentait et on voyait tout ce qui se passe du point de vue d'une femme, d'une prisonnière qui est Briseis. Et c'est vrai que j'avais passé un bon moment, mais c'était peut-être pas ce que je recherchais dans la mythologie grecque. Par contre je sais que ça peut grandement plaire et c'est vraiment bien écrit. Le 12 avril, il va y avoir une nouvelle saga en poche de Naomi Novik, à savoir Scholomance. De nouveau aux éditions J'ai lu, celui-ci je vais le recevoir, donc je pense pouvoir vous en parler à un moment donné. Scholomance en fait c'est le nom d'une école de magie où par contre l'échec est synonyme de mort. Dans cette école il n'y a même pas de professeur, il n'y a pas d'amitié, enfin tout ce qui est fait à des fins stratégiques. Galadriel est donc bien préparée à sa première année et même si elle n'a pas d'amis ou d'alliés, il faut savoir qu'elle a un pouvoir tel qu'elle pourrait raser des montagnes. Le problème, c'est que sa magie pourrait également tuer tous les autres élèves. J'en ai beaucoup parlé avec Aurélie, notamment de Livromancienne, qui a lu ce premier tome et qui disait que c'était quand même un rythme assez lent, assez contemplatif, mais que l'ambiance était incroyable. Moi j'ai commencé à lire puisque j'ai abandonné aux 3/4 La fileuse d'argent de l'autrice parce que je trouvais qu'il se passait rien, que c'était trop plan-plan, j'arrivais pas à accrocher, ça était en train de me créer une panne de lecture. Donc j'espère que ce sera pas dans la même dynamique, dans tous les cas je vais lui donner sa chance, sachant que en plus je possède l'autre titre dont elle s'est inspirée du conte de La Belle et la Bête, donc franchement je suis encore vraiment enclin à lui donner toutes les possibilités de me faire passer un bon moment à cette autrice. Je vais vous en parler tout à l'heure puisque maintenant il y a les éditions poche qui vont arriver de la Guilde des Ombres, donc le 6 avril prochain, toujours de Anatrice. Donc là vous avez également le tome 1 partie 1 et 2 aux éditions Pocket. Je ne vous refais pas le résumé quand même, hein, je viens de vous le faire, mais si c'est une saga qui vous intéresse et que vous n'avez rien contre le poche et que vous voulez faire un petit peu d'économie, c'est tout à fait possible. Je vous ai également parlé de cette saga il n'y a pas très longtemps dans la vidéo, donc il n'y aura pas de résumé de ma part, puisque toujours le 6 avril, il y a le premier tome 200 d'écume et de glace de Alexiane de Lys qui sortira aux éditions Michel Lafon poche. C'est pour que vous puissiez toujours et encore faire des économies que je vous l'indique. Une suite très attendue pour moi le 12 avril prochain, c'est le tome 3 de Styx Riders de Calypso Caldin aux éditions Hugo New Romance. Je ne peux pas trop vous dire de choses puisque c'est un troisième tome, mais il faut savoir qu'ici on mêle le côté mythologie grecque, inspiration vraiment, pas une réécriture, avec l'univers des bikers. Et dans ce troisième tome on suit Gold qui est donc un protagoniste des Styx Riders, très proche du protagoniste du premier tome, et également la sœur de ce même meilleur copain grosso modo qui est donc Ruby. Et au vu de ce qu'il y a mis dans le résumé, on est plutôt sur les penchants d'Arès, donc des penchants de luxure. Ça va être caliente, chaud bouillant patate. Saga vraiment coup de cœur pour moi. Toujours le 12 avril, toujours chez Hugo New Romance, on a le tome 3 de Compass Series de Brittany Setcherry qui fait son entrée. Je n'ai toujours pas commencé la saga, mais bon, il y a 4 tomes et le 3e sort déjà en poche si cela vous intéresse. Le 13 avril, on a également le tome 2 de Magic Charlie qui sortira chez Folio Junior, donc c'est les poches de chez Gallimard, signé par Audrey Alouette. Je pense que je vous ai déjà assez fait de louanges sur cette saga qui a fait que Kimi Collection a basculé en fait vers l'univers littéraire. C'est la saga qui a l'origine de tout ça, donc clairement moi je ne peux que vous le recommander. C'est un petit jeunesse, inspiration un petit peu Harry Potter avec des magiciers, enfin bref, trop bien. Le 19 avril, il y a également la fin de la saga Off Campus de Elle Kennedy qui sortira chez Hugo New Romance. Ce tome 5 en fait c'est bien des années plus tard, on a le destin de certains personnages et c'est tout, il faut rien savoir de plus parce que si on n'a pas lu la saga, on va éviter de se faire spoiler. Le 20 avril prochain, il y a également le premier tome de la duologie, je crois, ou trilogie, j'ai un gros doute, La fiancée de Kérakas qui sortira aux éditions Pocket Jeunesse. Olys a été choisie par le roi pour devenir donc son épouse, elle a grandi à la cour depuis des années, donc finalement c'est un espèce d'honneur quand même d'être choisie par le roi, c'est le meilleur destin qu'il puisse y avoir. Sauf que lorsqu'ils sont en train ou pas loin d'annoncer leurs noces, il y a un jeune noble d'un pays voisin qui vient et qui en fait semble vraiment comprendre Olys et qui va remettre tout en question concernant son destin. Elle devra donc choisir entre lui et renoncer à sa vie royale ou rester sur ce qu'elle était en étant la fiancée du roi. Je crois que les retours que vous m'aviez fait c'était pas ouf sur cette saga, c'est dommage parce que le pitch il fait assez envie, donc bon j'attendrai un petit peu, je sais pas si j'irai la découvrir mais je sais que si je le souhaite c'est possible sans débourser trop d'argent. Et pour
terminer, on a donc un Emma Green qui va sortir en poche le 27 avril prochain, toujours chez les éditions Addictive, mais du coup la collection poche. Il s'agit de Oh My Lord. On va suivre Sidonie qui débarque à Londres avec sa sœur jumelle et qui, arrivée là-bas, va donc devenir nounou de la fille d'un puissant milliardaire. Alors que la jeune française pleure la mort de sa maman disparue, lui pleure le décès de sa femme il y a 2 ans dans un violent incendie. Les deux ont donc le cœur meurtri et les deux ont un credo assez simple et efficace. Pour ne plus souffrir, il suffit de ne rien ressentir. Sauf que entre eux, il va y avoir une attirance, la cohabitation va être assez compliquée. Lequel des deux craquera le premier? Ah, on les arrête plus les Emma Green, elles y vont, elles s'en donnent à cœur joie, elles nous proposent toujours des trucs quand même qui ont l'air super bien, donc voilà, encore peut-être une petite pépite signée par ce duo d'autrices. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura aiguillé un petit peu pour vos prochains achats, pour gérer un petit peu tout votre budget pour ce mois d'avril. Je vais faire de même de mon côté parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de titres, donc il est temps de faire un petit coup de ménage. Si vous le souhaitez, sur Instagram, je vous publie à chaque fois qu'il y a une des sorties citées le jour J, je vous le remets en story, ça vous permet un petit peu de vous en sortir. Donc si c'est une raison qui peut vous permettre de venir me suivre sur Instagram, pourquoi pas. N'hésitez pas à me faire votre petite shopping list en commentaire, et si vous voulez juste me soutenir, me faire un petit peu un coucou, un acte de présence, la noix de coco est toujours de rigueur. Je vous fais des gros bisous les Kimichou, et surtout prenez soin de vous, c'est très important. On se retrouve bien sûr bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.